Il n'était pour eux qu'un orphelin élevé par pitié. C'est ainsi que mon oncle a parlé de moi dans son groupe de discussion familiale secret, après tout ce que j'avais fait, toutes les années passées à les aider, à les soutenir, à porter le poids pour eux. Ce n'est jamais que ce que j'ai été. Je pensais autrefois que lorsque mon père est mort et que ma mère est partie, j'avais de la chance d'avoir un nouveau toit au-dessus de ma tête, une nouvelle famille avec mon oncle et ses 2 enfants. Mais 18 ans plus tard, ce sont eux qui m'ont renvoyé dans le gouffre, encore une fois. Je ne suis pas resté silencieux. J'ai élaboré un plan de vengeance. Non pas par haine, mais parce que j'avais besoin de reprendre tout ce qu'ils m'avaient volé. Et maintenant, je suis seul, pas de parents, pas de famille, personne. Avait-il eu tort de révéler la vérité? Écoutez mon histoire et dites-moi ce que vous en pensez. Je veux savoir, si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Je m'appelle Benjamin Anderson, j'ai 30 ans, je suis ingénieur logiciel et je vis seul au centre-ville de San José, en Californie. Mon emploi du temps est chargé à craquer. Des lignes de code, des échéances constantes et des réunions à la chaîne remplissent mes journées. Mais aussi trépidante que soit la vie, j'ai toujours envoyé de l'argent à l'oncle Mike, l'homme qui m'a élevé après que j'ai tout perdu. Mon père est décédé lorsque j'avais 12 ans. Il avait un cancer à un stade avancé, et tout s'est passé si vite que je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait. Un jour, je lui tenais la main à l'hôpital, j'écoutais ses derniers adieux, le lendemain, il était parti, comme ça. Je pensais, au moins, qu'il me restait ma mère. Mais quelques mois plus tard, elle est partie avec un autre homme, m'abandonnant dans une maison froide et vide avec des blessures qui n'avaient même pas commencé à guérir. Les voisins me regardaient avec pitié, mais personne ne m'a contacté sauf l'oncle Mike. C'était le frère cadet de mon père, un homme pragmatique, calme et fiable. Le jour où ma mère est partie, elle l'a appelé. Il est venu chez moi en voiture, m'a pris dans ses bras et m'a dit, à partir de maintenant, tu resteras avec moi. Personne ne te quittera plus jamais. Je l'ai cru. C'était le seul membre de ma famille qu'il me restait. Pendant des années après cela, j'avais un seul objectif, étudier dur, obtenir un emploi stable et prendre soin de l'oncle Mike comme il avait pris soin de moi. Je voulais qu'il prenne sa retraite, qu'il vive confortablement et qu'il ne se préoccupe plus jamais de l'argent. Mais puis, un lundi après-midi, il y a 8 mois, tout ce en quoi je croyais s'est brisé instantanément. Ce jour-là, James, le fils de l'oncle Mike, est passé chez moi vers 17 heures. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai entendu la même phrase familière, « Comment vas-tu ? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Mais je savais mieux. Chaque visite de sa part s'accompagnait d'une demande d'argent. Dès qu'il est entré, James s'est laissé tomber sur le canapé et a commencé son numéro habituel, racontant à quel point sa vie était misérable, emploi instable, loyer en retard, voiture sur le point d'être remorquée. Je l'avais entendu trop de fois pour avoir encore pitié. Il s'est levé et est allé aux toilettes. Au milieu de son récit larmoyant et peu sincère, il a laissé son téléphone sur la table. Et c'est ce téléphone qui contenait le secret qui allait bouleverser mon monde. James venait d'entrer dans la salle de bain lorsque l'écran de son téléphone s'est allumé. J'ai jeté un coup d'œil instinctivement sans intention d'espionner puis je l'ai vu, une notification d'un groupe de discussion. J'ai regardé de plus près. La discussion s'appelait « Le fonds Benjamin » et le message provenait de quelqu'un enregistré sous le nom de « Papa, Benjamin vient d'envoyer l'argent, les enfants ». Un distributeur automatique de billets ambulants. Je me suis figé. Avant même de reprendre mon souffle, un autre message est apparu, cette fois de Lucas, il pense qu'on a besoin de lui, mais on a juste besoin de l'argent. Continuons à le traire avant qu'il ne se trouve une femme et qu'il ferme le coffre-fort. Un frisson m'a parcouru l'échine, mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Ces gens, ceux que j'appelais ma famille, ceux en qui j'avais confiance, ceux que j'avais soutenus toutes ces années où ils complotaient, ils tramaient, ils parlaient de la façon de me soutirer jusqu'au dernier centime, et quand s'arrêter. Puis un autre message de papa, il n'est qu'un orphelin que nous avons élevé par pitié. Sans moi, il ne serait rien. J'ai regardé l'écran, figé dans une transe. Mes yeux brûlaient, non pas de larmes, mais de la fureur qui bouillonnait dans ma gorge. Une partie de moi voulait fracasser le téléphone sur le champ, enfoncer la porte des toilettes et demander des comptes à James, à l'oncle Mike. Je voulais crier, pourquoi? Mais je savais mieux. Perdre le contrôle maintenant signifierait perdre l'avantage. J'ai donc respiré profondément, je me suis maîtrisé. Je ne pouvais pas me permettre une mauvaise manœuvre. Si c'était une partie d'échecs, sans perdre une seconde, j'ai sorti mon téléphone,
ouvert l'appareil photo et pris une photo de l'écran. Les 3 messages étaient clairs comme le jour, chaque mot, chaque nom. Cela n'a pris que quelques secondes, mais j'avais l'impression d'avoir traversé une tempête. Puis j'ai entendu la chasse d'eau. James sortait. J'ai remis son téléphone sur la table, je me suis redressé, j'ai effacé toute émotion de mon visage calme, impénétrable, comme si j'étais toujours le bon vieux Benjamin, naïf, tendre, toujours prêt à ouvrir mon portefeuille lorsqu'ils appelaient. Mais au fond, je savais qu'à partir de ce moment, tout avait changé. James est sorti de la salle de bain, s'est recoiffé devant le miroir du couloir, puis s'est tourné vers moi avec cette expression d'espoir trop familière, comme si rien ne venait de se passer. « Et, tu crois que je pourrais emprunter 33 000 $? Sa voix était sirupeuse et douce, à tel point que j'ai failli rire. « C'est juste temporaire. Je te rembourserai dès que possible, promis. » Je lui ai fait un léger sourire, masquant le dégoût qui montait en moi. Ce n'est pas le meilleur moment en ce moment, mais, je vais voir dans quelques jours. Je te le promets. James a soupiré de soulagement, son visage s'illuminant comme s'il venait de tirer la carte gagnante à une partie de poker. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais toujours le bon vieux Benjamin, prêt à virer l'argent sans réfléchir. Pas question. Ce que je lui ai donné n'était pas de l'argent, c'était un faux espoir, juste assez pour qu'il continue à jouer le petit frère pitoyable, juste assez de temps pour que je rassemble les autres cartes dont j'avais besoin. Car à partir du moment où j'ai vu ces messages, le rideau est tombé, les rôles étaient terminés. Et quant à eux, ils ne recevront plus un seul centime de moi, jamais plus. Ce soir-là, je suis resté couché dans mon lit, les yeux grands ouverts, tandis que mon esprit tourbillonnait dans 1000 directions. La rage brûlait dans ma poitrine, mais je savais que la colère seule ne résoudrait rien. Si je voulais reprendre ce qui était à moi, je devais rester calme, vif, stratégique. J'ai respiré profondément, j'ai fermé les yeux, et lentement, un plan a commencé à se former dans mon esprit, un moyen de récupérer mon argent, un moyen de les faire payer pour ce qu'ils m'avaient fait. Le lendemain, je me suis réveillé en me sentant différent. La colère brûlante de la veille avait disparu, à sa place, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, un étrange calme que je n'avais jamais ressenti auparavant, comme si tout mon corps était en état d'alerte maximale tout en étant entièrement sous contrôle. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts et j'ai tapé un nom que je connaissais par cœur, Ethan Cole. Ethan était mon meilleur ami depuis l'université, un joueur vif et intrépide dans l'immobilier commercial. S'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à transformer la fureur en stratégie, c'était lui. J'ai envoyé un court message, « Tu es libre ce matin ? On doit se voir. C'est important. » Moins d'une minute plus tard, il a répondu, 10 heures, à l'endroit habituel. J'ai souri. C'était le commencement. Je suis arrivé quelques minutes en avance à notre café habituel, j'ai commandé un americano et je me suis assis à la table du coin habituel. À 10 heures précises, Ethan est entré, un pas calme, des yeux d'acier, le genre d'homme qui vivait de transactions à plusieurs millions de dollars et de négociations impitoyables. Il s'est assis en face de moi, a mis son téléphone de côté et a levé un sourcil. Que se passe-t-il ? Je me suis penché et j'ai baissé la voix. Je veux détruire ma famille, et j'ai besoin de ton aide. Il n'a rien dit, alors je lui ai tout raconté au chaque détail, l'argent que j'avais envoyé au cours des 10 dernières années, la façon dont il m'avait utilisé, les textos pleins de moqueries et de cupidité sans froid que j'avais trouvés sur le téléphone de James. Pendant que je parlais, l'expression d'Ethan s'est assombrie. Lorsque j'ai terminé, il s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, laissant échapper un long souffle. « Je savais que tu allais faire quelque chose, » a-t-il dit, « mais je ne pensais pas que tu irais si loin. » Je l'ai regardé dans les yeux, fermement. « Alors, tu es partant ?» Quelques secondes se sont écoulées, puis il a ri et a secoué légèrement la tête. « Zut. D'accord, je suis partant. » J'ai hoché la tête et j'ai pris une longue gorgée de café. Ma voix était basse. « Alors, commençons. » Avec l'aide d'Ethan, le plan a commencé à se dérouler tranquillement, précisément, comme une montre suisse. En seulement 2 jours, l'équipe d'Ethan avait trouvé un moyen d'atteindre Lucas, mon cousin ambitieux et avide de statut qui avait passé sa vie à courir après des occasions de changer de vie. Il rêvait de richesse sans le travail, et cette cupidité serait le piège parfait. Nous ne l'avons pas appelé, nous ne lui avons pas envoyé de courriel, il n'y a eu aucune approche directe. Nous avons amorcé le piège. Une petite équipe embauchée par Ethan, jouant les rôles d'entrepreneurs,
de courtiers et de fondateurs de start-up, a commencé à se montrer dans les cafés haut de gamme de Palo Alto, les salons de rue de Menlo Park et les événements de réseautage dans les espaces de coworking où Lucas traînait souvent. Ils ne l'ont pas approché, ne lui ont pas parlé directement, au lieu de cela, ils ont parlé assez fort pour qu'il entende parler d'un projet immobilier de luxe, d'un retour sur investissement massif, d'une phase d'accès anticipée exclusive aux initiés. Le projet qu'ils ont mentionné au Summit Heights Residence, un véritable développement résidentiel ultra-premium à la périphérie de Santa Clarita, où était en phase de lancement et créé un buzz sur les forums d'investissement, assez légitime pour sembler irrésistible. Nous n'avons pas eu besoin de vendre quoi que ce soit à Lucas, nous avons juste dû planter la graine. Quelques conversations informelles dans les endroits qu'il fréquentait, quelques documents, accidentellement, laissés sur les tables, quelques remarques vagues sur le fait d'entrer avant que le prix n'augmente, chaque mouvement était calculé. Il était conçu pour faire croire à Lucas qu'il était tombé sur un billet d'or, quelque chose que seule l'élite connaissait, une occasion unique dans une vie. Et nous savions une chose avec certitude, pour quelqu'un comme Lucas, la curiosité mêlée à la cupidité suffit à le pousser jusqu'au bord du gouffre. Premier jour, Lucas sirotait son expresso habituel au Maverick Coffee Roaster, en plein cœur du centre-ville de Palo Alto. À quelques mètres de là, un groupe de 3 personnes était assis à la table suivante, habillés décontractés, toute l'énergie des affaires. Ils ont bavardé avec animation, la voix juste assez haute pour que quiconque se trouve à proximité puisse entendre chaque mot. Avez-vous entendu parler de Summit Heights? Ce projet a augmenté de près de 30% en seulement 3 mois. Les gens voient des retours avant même d'avoir terminé le versement initial. Je viens de bloquer une autre unité. Je vous le dis, dans 6 mois, il augmentera d'au moins 30% de plus. Lucas n'a pas levé les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler sans but, l'expression vide. Mais je savais mieux. Il écoutait chaque mot. Deuxième jour, nous avons déplacé la scène au Skyline Bar, un élégant salon sur le toit dans la baie du Sud où Lucas était pratiquement un habitué. Une équipe différente cette fois-ci, assise dans la section VIP, les boissons à la main, les rires coulant sans effort. Encore une fois, leur voix flottait juste assez loin pour porter. On dit qu'il ne reste que quelques places. Les gros investisseurs ont déjà ramassé la plupart. Je connais un type qui a gagné plus de 100 000 $ en seulement 3 mois grâce à ce projet sans blague. Cette fois, Lucas a réagi. Ce n'était qu'un éclair, mais c'était là. Il a levé un sourcil, a levé les yeux pendant une fraction de seconde, a jeté un coup d'œil au groupe. Je n'ai toujours pas bougé, mais l'hameçon où il était posé. Troisième jour, le dernier mouvement. Nous avons placé nos gens au Brick-Point Billard, la deuxième maison de Lucas. Il y était pratiquement enraciné, s'y présentant presque chaque semaine comme une horloge. 2 de nos gars étaient assis à quelques tables de là, des bières à la main, bavardant comme de vieux amis. Tu as entendu parler de Summit Heights? Mon pote vient de doubler son argent en 6 semaines. Ah oui? Mais c'est difficile d'y entrer maintenant. Les dernières places ne vont qu'aux personnes ayant des liens étroits avec le promoteur. Cette fois, Lucas ne pouvait plus jouer la carte du calme. Il a posé sa bière, s'est levé et s'est dirigé vers eux. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous parliez de Summit Heights? Vous pourriez en dire un peu plus. L'un d'eux s'est tourné, les sourcils levés avec une surprise parfaitement feinte, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un n'écoute. Oh, vous êtes aussi intéressé par ce projet? Je pensais que seuls les investisseurs chevronnés l'avaient sur leur radar. Lucas a hoché la tête, la curiosité coulant de sa voix. J'en ai entendu parler quelques fois ces derniers temps. Si c'est vraiment ce que vous dites, ça a l'air d'être une affaire en or. Le type a ri et a hoché la tête. C'est le cas. Je connais des gens qui ont gagné 6 chiffres en quelques mois grâce à Summit Heights. Lucas a légèrement plissé les yeux. Je pensais que les gens achetaient ces endroits pour y vivre. L'autre type a secoué la tête, sirotant sa bière. Non, celui-ci est un rêve d'investisseur. Ils ont pris les premières unités, puis les ont revendues avec une énorme marge bénéficiaire avant même qu'elle ne soit terminée. Lucas s'est assis au bord de leur table, complètement accroché. De combien parlons-nous? Le premier type s'est penché, baissant la voix comme s'il le laissait entrer dans un secret. Le plus bas que j'ai entendu est de 60 000 $, le plus haut, plus de 100 000 $ sur une seule revente. Lucas a avalé difficilement. Y a-t-il encore moyen d'y entrer? Je veux en savoir plus. L'homme a secoué la tête lentement. Officiellement, c'est terminé.
Mais il y a parfois une porte dérobée. Lucas a hoché la tête immédiatement. Je suis sérieux. S'il y a un moyen, je veux y entrer. L'homme a souri et a sorti son téléphone. Je connais quelques courtiers qui sont branchés. Je vais vous envoyer un contact. Sachez simplement que ce genre d'affaires ne traîne pas, vous devrez agir rapidement comme en 24 heures. Lucas a de nouveau hoché la tête, les yeux grands ouverts, entièrement pris au piège. Je suis prêt. Et voilà, il est tombé directement dans le piège. Juste après la rencontre au billard, Lucas a reçu le numéro de téléphone de Jack Thompson, un courtier immobilier qui, selon lui, entretenait des liens étroits avec les promoteurs de Summit Heights. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que Jack était l'un des nôtres, placé par Ethan dès le début, chargé de le guider étape par étape, directement vers le piège. Il n'a même pas fallu 5 minutes avant que Lucas décroche le téléphone. Bonjour, je suis Lucas Carter. On m'a recommandé auprès de vous concernant Summit Heights. J'ai entendu dire que vous pourriez être en mesure de me mettre en contact avec un emplacement d'investissement interne. J'aimerais en savoir plus. La voix de Jack est passée en douceur de l'autre côté, calme, poli, et tout à fait le professionnel chevronné. Ravi de vous contacter, Lucas. Ce projet est une occasion rare, mais comme vous l'avez probablement deviné, les emplacements internes ont été fermés le mois dernier. Cela dit, je peux peut-être contacter quelques investisseurs de première heure qui envisagent de réaffecter leur position. C'est serré, mais si vous agissez rapidement, vous pourriez avoir une chance. Lucas a instinctivement hoché la tête, même si Jack ne pouvait pas le voir. Bien. Je veux m'assurer d'être le premier au courant si quelque chose s'ouvre. Jack a laissé échapper un petit rire entendu, le genre de rire que vous entendriez de quelqu'un qui a traité avec une centaine d'aspirants enthousiastes. Bien sûr. Je travaille directement avec l'un des représentants affiliés de l'équipe de développement, Ethan Cole. Si vous êtes sérieux et que vous voulez creuser plus profondément, je peux organiser une réunion privée à son bureau. Lucas n'a pas hésité, il a pratiquement interrompu Jack. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Jack a fait un signe de tête ferme, comme si tout tombait parfaitement en place. Alors faisons-le demain matin, à 10 h, au bureau d'Ethan à Cupertino. Je vous enverrai l'adresse par texto juste après cet appel. Lucas a raccroché, la poitrine bourdonnant d'excitation. Il se sentait enfin au cœur d'une transaction d'investissement importante, celle qu'il pensait pouvoir tout changer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le bureau, la réunion, la promesse d'une occasion en or tout était préconstruit, préplanifié. C'est un piège parfait, et il s'y engouffre volontairement. Le lendemain, Lucas est arrivé au bureau immobilier. Jack avait tout organisé, s'était mis en scène sans faille, de la réceptionniste qu'il a saluée par son nom à une plaque signalétique imprimée attendant sur la table de conférence. Ethan Cole l'a accueilli comme un véritable VIP poli, mesuré, professionnel jusqu'au moindre détail, pas une seule faille pour que Lucas doute. Après une brève conversation bien préparée, Ethan a emmené Lucas faire une visite des Summit Heights Residences, le développement impressionnant de la banlieue de Santa Clarita. Ils ont roulé sur des routes parfaitement aménagées, passé devant de luxueuses unités modèles conçues comme des villas de villégiature, et jeté un coup d'œil au panneau de prix promettant le meilleur retour sur investissement du marché cette année. Lucas était presque submergé. Puis Ethan, calme comme toujours, a doucement appuyé sur le point de pression. Les premiers investisseurs ont obtenu au moins un retour de 50% en 3 mois. Lucas n'a même pas essayé de cacher l'excitation dans ses yeux, il a scanné le site comme s'il imaginait déjà ses bénéfices par pied carré. Mais Ethan n'avait pas fini. Il a dit à Lucas de chercher le projet en ligne, et Lucas l'a fait immédiatement. Qu'est-ce qui est apparu? Summit Heights, une opportunité d'investissement rentable à ne pas manquer, un profit de 100 000 $ vient d'être réalisé grâce au boom immobilier californien, si vous manquez ce tour, vous le regretterez, potentiel maximal absolu. Message après message, chargé de vidéos aériennes haute résolution, de photos sur site mises en scène et de témoignages élogieux d'investisseurs ayant conclu l'affaire, le tout fabriqué, soigneusement scénarisé et exécuté par l'équipe d'Ethan, publié à partir de faux comptes préconstruits avec des milliers d'abonnés. Lucas a fait défiler sans arrêt, chaque article comptait des dizaines de milliers de likes, les commentaires affluaient, les gens suppliaient d'y entrer et demandaient comment obtenir un emplacement interne. C'était une frénésie alimentaire, et cela se produisait juste devant lui, comme nous nous y attendions. Lucas n'a rien douté, il a tout cru, chaque détail. Ethan ramena Lucas au bureau après près d'1 heure de visite du site. Le café était déjà prêt,
la pièce, silencieuse, élégante, polie à la perfection, ressemblait en tout point au siège social d'une société immobilière millionnaire. Ethan s'assit en face de lui et déposa lentement un élégant dossier sur la table. Son ton était mesuré, en partie regretté, en partie excusé. Pour le moment, tous les logements sont réservés. Ce projet a été encore plus porteur que prévu, les derniers ont été réclamés la semaine dernière. Lucas fronça les sourcils, clairement mécontent, ses yeux se fixèrent sur Ethan comme s'il n'était pas disposé à accepter cette réponse. Ethan laissa le silence durer assez longtemps, puis, comme s'il offrait un soupçon d'espoir, il baissa la voix. Mais il pourrait y avoir une dernière opportunité. Lucas leva immédiatement les yeux. C'était ce brillant dans ses yeux, la fin. Ethan se pencha en avant, sa voix tombant sur un ton plus confidentiel. Quelques investisseurs de première heure commencent à retirer du capital. Ils sont entrés au prix initial, et maintenant ils sont ouverts au transfert de leur créneau, mais seulement aux bons acheteurs. Lucas se pencha également, incapable de cacher l'urgence dans sa voix. Donc je pourrais acheter un de leurs logements maintenant? Ethan esquissa un léger sourire, subtil, juste assez pour le rendre réel. Je pourrais peut-être les contacter, mais seulement si vous êtes vraiment sérieux. Des affaires comme celle-ci, elles ne restent jamais longtemps. Lucas n'hésita pas une seconde. Je suis sérieux. Veuillez le faire. Plus tôt sera le mieux. Ethan hocha lentement la tête, comme s'il était enthousiaste à l'idée de cette chance rare. Tout se passait exactement comme prévu. Dès que Lucas fut d'accord, Ethan sortit son téléphone et composa le premier numéro, l'un des nôtres, jouant le rôle d'un investisseur de première heure occupant un créneau interne exclusif à Summit Heights. Bonjour, j'appelle au sujet du créneau d'investissement Summit Heights. J'ai un client VIP intéressé à vous le retirer des mains. Seriez-vous disposé à vendre? La voix au bout du fil répondit instantanément, douce, naturelle, comme un homme qui avait conclu une douzaine d'affaires à enjeux élevés avant le petit déjeuner. Bien sûr, mais je ne vendrai que s'ils sont prêts à payer une prime de 130 000 $. C'est ce que le marché exige en ce moment. Ethan joua parfaitement son rôle, faisant semblant d'être surpris, voire un peu mal à l'aise. 130 000 $? C'est élevé. D'accord, laissez-moi vérifier auprès de mon client. Il termina l'appel et se tourna vers Lucas, arborant l'expression de quelqu'un qui livre des nouvelles sans compromis. Il est disposé à vendre mais veut 130 000 $ de prime. Qu'en pensez-vous? Lucas se mordit la lèvre. Le chiffre le prit au dépourvu, c'était bien au-delà de ce à quoi il s'était préparé. Ethan vit l'hésitation et poussa doucement. Combien pourriez-vous offrir si j'essayais de renégocier pour vous? Lucas fit une pause, effectuant des calculs dans sa tête comme une calculatrice humaine. Puis il répondit, je pense qu'entre 50 000. 75 000 et 75 000 serait raisonnable. Ethan hocha lentement la tête, faisant semblant de peser le pour et le contre. C'est juste. Mais maintenant, ces opportunités internes ne se présentent pas deux fois. Si vous laissez passer ça, je ne peux pas vous promettre une autre. Lucas ne répondit pas, mais la façon dont il regarda la table, puis jeta un coup d'œil à son téléphone, il était inquiet. Inquiet de se faire laisser pour compte. Ethan lança l'attaque finale. Il y a une autre possibilité. Un autre investisseur de première heure a pris 4 créneaux lors de la phase de lancement et les a obtenus à un prix imbattable. Peut-être, juste peut-être, serait-il disposé à s'en séparer d'un. Lucas sauta sur sa chaise. Appelez-le, s'il vous plaît. Maintenant. Cette fois, Ethan composa mon numéro. Bonjour, est-ce que je parle à Benjamin Anderson? J'appelle de Summit Heights. J'ai un client qui est très intéressé par votre créneau. Envisageriez-vous de le transférer? Je fis une pause, faisant semblant de réfléchir, puis demandai lentement, combien est l'offre? Ethan regarda Lucas et répondit au téléphone, 150 000 $, c'est son premier chiffre. Je laissai échapper un léger rire, en veillant à ce qu'Ethan répète chaque mot. Pas d'accord. C'est bien trop bas. Je sais ce que vaut ce créneau. Dites-lui de revenir avec 120 000 $ s'il est sérieux. Ethan transmit le message, faisant semblant d'être pris entre les deux parties. 120 000 $, d'accord. Je vais lui parler. Donnez-moi une minute. Il termina l'appel. Lucas fronça les sourcils, quelque chose cliqua soudainement dans son esprit.
Attendez une seconde, avez-vous dit que le nom de l'investisseur était Benjamin Anderson? Ethan leva les yeux, les sourcils légèrement levés. Oui. Il est l'un des principaux investisseurs de Summit Heights. Vous le connaissez? Lucas se figea un instant, puis son visage s'illumina comme s'il venait de repérer une bouée de sauvetage au bord d'un navire qui coule. C'est mon cousin. Je peux l'appeler directement. S'il est celui qui détient le créneau, je suis sûr qu'il m'aidera. Et juste comme ça, je sus qu'au moment où il sortirait de ce bureau, Lucas m'appellerait. Le poisson avait mordu propre, précis, parfait. Et comme je l'avais prédit, Lucas m'a appelé directement, pas même 20 minutes après avoir quitté l'agence immobilière. J'ai vu l'écran s'allumer et Lucas, clair comme le jour. Je l'ai laissé sonner quelques fois de plus, pas de précipitation, comme si j'avais des choses plus importantes à gérer. Finalement, j'ai décroché. Quoi de neuf, Lucas? Sa voix est venue un peu précipitée, essayant de rester calme. Et, Benjamin, as-tu une minute? On peut se rencontrer rapidement? Je souriais, mon ton était calme, indifférent, comme si rien de tout cela n'était une grosse affaire. Pas vraiment. Je suis sur le point de rencontrer quelques partenaires, ils sont intéressés à acheter une partie de mon terrain d'investissement. La réunion est prévue depuis un moment. Lucas intervint immédiatement. Alors on peut juste parler au téléphone? Je promets que je ne prendrai pas longtemps, juste quelques minutes. Je l'ai interrompu, ma voix plus ferme maintenant. Impossible. Ils ont un emploi du temps serré. Si je suis en retard, je pourrais perdre plus de $100 000 d'ici la fin de la journée. Veuillez passer chez moi ce soir, on parlera correctement alors. Et avant qu'il puisse ajouter un autre mot, j'ai raccroché. Je savais exactement ce qui se passait de l'autre côté et ses sourcils froncés, son pouls accéléré, cette panique croissante dans sa poitrine, la peur de manquer quelque chose commençait à le ronger, la réalisation que je pouvais vendre ce créneau d'investissement à quelqu'un d'autre cet après-midi, et qu'il n'avait aucun contrôle dessus en ce moment. Lucas ne voulait pas seulement l'accord, il avait terriblement peur de le perdre, et c'est exactement là où je voulais qu'il soit. 17h, je suis rentré chez moi après ce que j'ai décrit comme une réunion avec un client, qui a duré plusieurs heures. En réalité, il n'y avait pas de client, juste quelques amis du milieu qui se retrouvaient pour discuter et parler d'affaires. Le ciel virait à l'ambre, cette douce brume dorée du coucher de soleil peignait les arbres et le trottoir, comme si tout le quartier s'endormait dans un rêve paisible. En tournant dans ma rue, j'ai vu 3 silhouettes debout près de ma porte d'entrée, oncle Mike, Lucas, James. Je n'étais pas surpris. Je savais que Lucas paniquait, et je savais sans l'ombre d'un doute qu'il allait venir avec des renforts, espérant que la pression familiale plierait ma volonté. Je n'étais même pas encore sorti de la voiture que Lucas s'est approché, la voix basse mais désespérée de paraître calme. Où étais-tu? Ça fait plus d'1 heure que je suis là. Je l'ai regardé, ce sourire plein d'espoir collé sur son visage, oncle Mike avec son regard calculateur habituel, et James qui s'agitait à côté, essayant de faire comme si de rien n'était, mais ratant complètement. Ils avaient répété leur scénario, ils pensaient qu'oncle Mike serait le dernier recours si Lucas ne me convainquait pas. C'était un jeu classique, comme s'il jouait aux échecs contre quelqu'un qu'il croyait trop idiot pour voir l'échiquier. Je n'ai pas bronché, j'ai juste souri légèrement. Ah bon? Eh bien, entrez donc. Parlons. J'ai déverrouillé la porte, laissé les 3 entrées avant moi, puis je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai commencé à préparer du café, rien de sophistiqué, mais chaque geste était délibéré, calme, presque théâtral. L'odeur des grains torréfiés a commencé à remplir la pièce, mais ce qui flottait vraiment dans l'air, ce n'était pas le café, c'était la tension, épaisse, palpable, qui s'enroulait autour d'eux comme un nœud coulant. J'ai versé le café, posé chaque tasse avec soin, puis me suis assis en face d'eux. Avant que Lucas ne puisse parler, j'ai frappé le premier. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Quelques tapotements rapides, l'écran s'est allumé avec un chiffre. Je l'ai légèrement incliné, juste assez pour qu'oncle Mike voie, puis j'ai souri. Désolé, oncle. J'ai été un peu occupé ce mois-ci, le virement a été un peu tardif. Tape. $2000 envoyés est plus que ce que je lui donnais habituellement. Ses yeux se sont illuminés instantanément, même s'il a essayé de garder la voix mesurée. Ce n'est pas grave, fiston. Je comprends. Tu as toujours été le plus prévenant de la famille. J'ai hoché la tête doucement, mon doigt a bougé à nouveau. Oh, et James,
tu as dit que tu avais besoin de 3 000 $ pour quelque chose la semaine dernière. Je me suis dit que ça ne suffirait pas, alors je t'ai envoyé 5 000 $ à la place. Notification digne. James a attrapé son téléphone, regardant l'écran comme s'il venait de gagner à la loterie. Benjamin, je ne sais même pas quoi dire. Merci, sincèrement. J'ai souri en coin, ma voix était neutre, détachée, comme si c'était un mardi ordinaire. Pas besoin de me remercier. Je viens de conclure une belle affaire. Considérez ça comme un partage de joie avec ma famille. Oncle Mike et James souriaient jusqu'aux oreilles. Ils pensaient avoir gagné, je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils croyaient toujours que j'étais le fou, le distributeur humain de billets, le portefeuille ambulant, disant toujours oui quand la famille frappait à la porte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient déjà dans la pièce que j'avais construite. Chaque tasse de café, chaque dollar transféré, chaque mot prononcé, tout faisait partie du plan. La scène était éclairée, le rideau se levait, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Juste après avoir transféré l'argent à l'oncle Mike et à James, Lucas a rétréci les yeux. Il me regardait, étudiant la surface calme, essayant de voir ce qui se trouvait en dessous. Tu viens de vendre ton créneau Summit Heights, n'est-ce pas? Tu as l'air de quelqu'un qui a encaissé gros. Il est allé droit au but. J'ai levé les yeux, feignant une surprise modérée, les yeux jouant l'innocence, comme si je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Quoi? Où as-tu entendu? J'ai investi dans Summit Heights. Lucas a laissé échapper un petit rire sec, un mélange de curiosité et d'excitation transparaissant. Je viens de là. Ils m'ont dit que tous les créneaux étaient partis depuis des semaines. J'étais choqué de voir votre nom sur la liste des investisseurs pour les créneaux, Benjamin. Je ne m'attendais pas à ça de vous. J'ai laissé échapper un rire timide, du genre qui dit que vous n'étiez pas censé découvrir ça, mais nous y voilà. Eh bien, oui, j'y suis entré. Je n'y ai pas trop réfléchi au début, mais j'ai vendu 2 créneaux cet après-midi. Il n'en reste plus que 2 maintenant. J'ai pris une longue gorgée de café, laissé passer quelques secondes, puis j'ai soupiré. Presque comme si je débattais de la question de savoir si je devais en dire plus. Honnêtement, je n'ai eu cette opportunité que grâce à un client de longue date. Il m'a fait intervenir avant que le projet ne soit public. Au début, je pensais gagner peut-être 100 000 $ par créneau et considérer cela comme une victoire. Je ne m'attendais pas à ce que le marché devienne aussi fou. Lucas n'a rien dit, mais ses yeux travaillaient à plein régime calculant des chiffres, pesant les marges, calculant les possibilités. Il essayait de garder son calme, mais son visage se crispait de retenue. Alors, combien avez-vous vendu les 2 créneaux? J'ai posé ma tasse et j'ai gardé un ton calme et posé. 110 000 $ chacun. Lucas a failli sauter de son siège. Quoi? Vous avez gagné 220 000 $ d'un coup? J'ai hoché la tête, calmement, sans me vanter, juste pour confirmer. Oui, en un peu moins de 2 mois. Lucas s'est penché en arrière dans sa chaise, respirant lentement, comme s'il essayait de retenir une tempête. Mais ses doigts tapèrent nerveusement contre sa cuisse, le trahissant. Vous êtes bon, a-t-il marmonné, principalement pour lui-même, mais je l'ai vu au ce regard, celui qui dit « Je veux ce que vous avez ». Je pouvais le voir se tordre dans sa tête, obsession, envie, cupidité, montant comme une marée. Et je savais que l'appât était à l'hameçon, autour de son cou. Il ne me restait plus qu'à tirer doucement dessus, et il marcherait droit dans le piège. Lucas ne m'a pas fait attendre. Après quelques banalités de façade, il n'a plus pu le cacher. La faim dans ses yeux était indéniable. Il a posé son café et s'est penché en avant, sa voix dégoulinant de fausse chaleur. Benjamin, je veux participer à Summit Heights. Seriez-vous prêt à me vendre un de vos créneaux? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les bras croisés, l'étudiant comme si j'étais en train de peser un article qui ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Combien proposez-vous? Il a répondu instantanément, clairement répété. Pourriez-vous me le donner au prix coûtant? Je veux dire, nous sommes en famille. J'ai laissé échapper un rire silencieux, court, c'est que le genre de rire qui refroidit une pièce plus qu'il ne la réchauffe. Non. Lucas a cligné des yeux. Il ne s'y attendait pas, du moins pas aussi vite. Immédiatement, oncle Mike et James sont intervenus. Oncle Mike s'est assis, une main posée sur la table, son ton baissé dans cette douceur manipulatrice familière enveloppée d'amour. Ben, ne peux-tu pas simplement aider ton cousin une fois pour toutes?
Il a travaillé si dur, c'est son heure de gloire. Tu es l'aîné, tu peux l'aider. James a hoché la tête, sa voix douce, sirupeuse de nostalgie. Ben, tu as déjà réussi. Nous sommes une famille, nous ne sommes pas des étrangers. Lucas et moi, nous sommes du sang. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire de joie. C'était ce rire fatigué, usé, de quelqu'un qui a entendu le même discours trop souvent. Famille, hein. J'ai répété lentement, laissant le mot pourrir sur ma langue. Oncle Mike s'est empressé d'intervenir. Bien sûr, Ben. Nous t'avons élevé, tu t'en souviens? Je me suis occupé de toi quand tu n'avais personne. Maintenant que tu as réussi, n'est-il pas temps de partager un peu? James s'est précipité. Tu as toujours veillé sur nous. Je me souviens que tu m'as donné tes jouets quand nous étions enfants. Tu es un bon garçon, Ben. Tu n'es pas quelqu'un qui tient le score. J'ai pris une profonde inspiration, repoussant le mépris qui bouillonnait dans ma poitrine. Puis j'ai posé ma tasse de café avec une précision silencieuse. J'ai regardé oncle Mike droit dans les yeux, plus de regard tendre, plus de ton doux. Tu penses que je devrais partager avec ma famille? Il a hoché la tête, plein d'espoir maintenant. Il pensait que je craquais. Je ne l'ai pas laissé dire un autre mot. Savez-vous combien d'argent je vous ai envoyé toutes ces années? Silence. J'ai scanné chaque visage, sans cligner des yeux, sans faiblir. Je vous ai envoyé au moins 1000 $ à temps chaque mois, sans jamais manquer, pendant 5 ans. Quand Lucas a voulu créer une entreprise, je lui ai envoyé 20 000 $. Quand votre toit s'est effondré, j'ai transféré 10 000 $ ce soir-là. James voulait une nouvelle voiture, je lui en ai donné 5 000 $. Quand sa carte de crédit a été bloquée, 3 000 $ de plus. Ai-je déjà dit non? La pièce était silencieuse comme la mort. Leurs visages sont passés lentement d'une confiance satisfaite à quelque chose de plus proche de la honte, ou peut-être simplement de la peur de perdre le robinet d'argent. Je me suis penché vers Lucas, ma voix basse, délibérée au chaque mot une lame. Chaque créneau de Summit Heights rapporte au moins 100 000 $ de bénéfices. Vous voulez que j'abandonne ça pour la famille? J'ai levé un sourcil, mon regard comme de l'acier. Dites-moi, la famille de Lucas m'a-t-elle déjà rapporté 100 000 $? Lucas s'est figé. Oncle Mike s'est tu. James n'a fait que regarder, la mâchoire légèrement ouverte. Personne n'a dit un mot, plus d'excuses, plus de discours culpabilisants. Et à ce moment-là, ils ont finalement commencé à comprendre. Je n'étais plus l'enfant naïf avec lequel ils pouvaient jouer. J'ai pris une autre longue gorgée de mon café, appréciant l'amertume familière, mais en réalité, j'attendais. J'attendais de voir combien de temps ils pourraient continuer à jouer la comédie. Avant que personne ne puisse parler à nouveau, j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de messagerie et tapé une seule ligne à Ethan, fais-le. Moins de 30 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai décroché. La voix d'Ethan est passée, forte, claire et pile au bon moment. Benjamin Anderson, un acheteur offre 130 000 $ au-dessus du prix du marché par créneau pour vos 2 dernières unités Summit Heights. Voulez-vous vendre? J'ai élevé la voix, assez fort pour que tout le monde dans la pièce entende chaque mot clair, délibéré et dégoulinant de satisfaction. 130 000 $ par unité. Parfait. Fixez la réunion. Faites-moi connaître les détails. Je n'avais même pas besoin de regarder derrière moi pour savoir que Lucas, oncle Mike, James tous étaient figés. J'ai terminé l'appel, posé le téléphone et les ai regardés droit dans les yeux. Quelqu'un est prêt à payer 130 000 $ de plus que le prix demandé pour les 2 créneaux. Donc, non, je n'en donnerai pas un gratuitement à Lucas. La pièce est devenue étrangement silencieuse. On avait l'impression que l'air en était aspiré, comme si personne n'osait respirer. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les yeux plus perçants maintenant, ma voix basse et solide comme une pierre. À partir de ce moment, si quelqu'un mentionne ne serait-ce qu'une aide, une famille ou, donnez-moi simplement une chance, je couperai tout soutien financier de façon permanente. Oncle Mike est devenu pâle. Ses doigts se sont agrippés au bord de la table comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose qui lui avait déjà glissé entre les mains. Ben, ne fais pas ça, fils, a-t-il marmonné, presque instinctivement. Lucas n'avait pas encore fini, mais le feu dans sa voix avait vacillé. D'accord, alors. Pourrais-tu au moins me le vendre à un prix inférieur? J'ai levé un sourcil, posant doucement ma tasse. Et quel prix pensez-vous?
Lucas a dégluti difficilement, puis a répondu comme s'il marchandait pour sa dernière chance de survie. 50 000 $ par créneau. Je ne me suis pas fâché, j'ai juste ri un rire silencieux, tranchant comme un rasoir, plus net que toute insulte. 50 ? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Le prix du marché est de 130. Vous offrez moins de la moitié et appelez ça aider la famille. Lucas a baissé les yeux, s'est mordu la lèvre, s'est légèrement détourné. Même lui savait à quel point cela semblait ridicule. Pourtant, il a fait une dernière tentative. Alors, si c'est la famille, quel est le prix le plus bas que vous accepteriez? J'ai fait semblant d'y réfléchir, puis j'ai répondu sans hésitation. Une unité, 100 000 $. Lucas a froncé les sourcils, mais je ne lui ai pas donné le temps de s'opposer. Si vous voulez les deux, je considérerai 90 000 $ par créneau. Il s'est tourné vers oncle Mike, espérant ce dernier signe d'approbation, mais cette fois, Mike n'a rien dit, aucune persuasion, aucun sentiment de culpabilité, juste un signe de tête solennel. Il savait que c'était la fin du jeu. Enfin, Lucas s'est retourné vers moi, a pris une profonde inspiration. Peux-tu baisser le prix? 70? 65 peut-être. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste pris une autre gorgée de café, laissé le silence s'étirer, puis j'ai posé la tasse et ai croisé son regard, tranchant comme une lame. 75 000 $ par unité, non négociable. Lucas a regardé oncle Mike à nouveau. Il a hoché la tête. Lucas s'est retourné vers moi et a hoché la tête aussi. D'accord, 75 000 $ chacun. J'ai légèrement hoché la tête en signe d'approbation, puis j'ai laissé un sourire lent et satisfait s'étendre sur mon visage. Échec et mat. Au moment où Lucas et oncle Mike ont accepté les 75 000 $ par créneau, j'ai su qu'il était temps de refermer le piège. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les doigts entrelacés, le regard vif comme du verre. Puis j'ai parlé, lentement, régulièrement et définitivement. Bien. Mais vous avez exactement 48 heures pour transférer l'argent et signer les papiers. Si je ne reçois pas le montant total d'ici là, je vendrai les créneaux à quelqu'un d'autre. Pas de négociation. Le sourcil de Lucas s'est froncé. Il ne s'attendait pas à ce que les conditions soient assorties d'un minuteur. 48 heures. Ce n'est pas possible. Ne peux-tu pas me donner plus de temps? Oncle Mike est intervenu, clairement secoué. Ben, allez, fils. 48 heures, c'est serré. La banque doit encore tout traiter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris une autre gorgée de café, les yeux vides, impassible. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Ethan. J'ai décroché. Sa voix était plate, sans émotion. Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Il n'a pas raté une seule battement, jouant son rôle à la perfection. Benjamin, mon client a confirmé pour 10 heures demain. Ils sont prêts à aller de l'avant sur les 2 créneaux restants. Dois-je les retenir? J'ai attendu quelques secondes, juste assez pour laisser la pression monter, puis j'ai répondu comme si j'étais en train de peser quelque chose de critique. 10 heures demain, hein. D'accord, laissez-moi y réfléchir. Je vous rappellerai dans 10 minutes. J'ai raccroché, me suis retourné vers la pièce et l'ai vu ce éclair de panique dans les yeux de Lucas. Il a serré son café comme si c'était la seule chose qui le maintenait au sol. Tout son corps était tendu, comme s'il sentait l'accord lui échapper seconde après seconde. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. La peur parlait maintenant pour moi. Quelques instants plus tard, il a craqué, sa tête hochant rapidement, sa voix coupée et urgente. D'accord, 48 heures, c'est ça. J'aurai l'argent. Je l'aurai près dans 2 jours. Oncle Mike s'est tourné vers lui, stupéfait. Il avait l'air de ne pas pouvoir croire que son fils venait de tout miser comme ça. Mais Lucas avait pris sa décision. J'ai fait un seul signe de tête calme, puis j'ai apposé le sceau final. Chaque mot a frappé, se brisant comme un marteau. Bien. Dans 2 jours, nous nous rencontrerons au bureau d'Ethan, à 14 heures précises. Pas une seconde de retard. Si vous arrivez en retard, ou si vous êtes en dessous d'un seul dollar, l'accord est rompu. Lucas a expiré brusquement, essayant de se convaincre que tout était encore sous contrôle, essayant de croire que c'était la bonne décision. Il ne savait pas que ce n'était pas un accord, c'était une leçon, et je venais de lui remettre la facture. 2 jours plus tard, 14 heures, le bureau d'Ethan.
Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, au fluide, précis, pas la moindre erreur. Lucas est arrivé avec le montant total, toute la famille au complet. Je n'ai pas demandé où ils avaient eu l'argent, mais je n'avais pas besoin de le faire. L'épuisement dans leurs yeux, la tension dans leur voix, la pointe d'inquiétude dans chaque phrase m'ont tout dit. Ils avaient hypothéqué quelque chose, et cela avait un prix élevé. Total payé, 180 000 $, répartis comme suit. 150 000 $ de majoration pour les 2 créneaux d'investissement en 75 000 $ chacun, comme nous en étions convenus. 330 000 $ en remplacement de dépôt pour couvrir ce que j'avais avancé plus tôt. Le projet était encore en développement, et chaque créneau nécessitait un dépôt de 155 000 $ de la part des investisseurs intéressés. Ils devaient rembourser chaque centime. Ethan s'est occupé des formalités administratives avec une perfection professionnelle. Pages imprimées, contrats empilés, chaque détail hermétique. Les signatures affluaient, les tampons scellaient l'accord. Chaque coup de tampon ressemblait au coup de marteau à la fin d'un procès. La main de Lucas tremblait lorsqu'il signa, mais il le masqua derrière un demi-sourire et des hochements de tête fermes. L'oncle Mike et James se tenaient à ses côtés, les yeux brillants. C'était comme s'ils venaient de gagner le gros lot. Lorsqu'Ethan leur remit la confirmation officielle de propriété, tous les trois s'illuminèrent d'une joie sans filtre. Ils pensaient y être arrivés. Ils pensaient participer à la grande affaire. Lucas se tourna vers moi, me donna une tape rapide sur l'épaule, sa voix plus légère maintenant, remplie d'adrénaline. Benjamin, merci, vraiment. Je sais que je viens d'investir dans une occasion qui va changer ma vie. J'ai simplement souri, sans rien dire. Juste après la finalisation des documents, Lucas se tourna brusquement vers Ethan, les yeux illuminés comme s'il venait de tomber sur une idée de génie. Ethan, je veux mettre les 2 créneaux d'investissement en vente. N'avez-vous pas dit que quelqu'un avait offert une prime de 130 000 $ auparavant? Pourriez-vous négocier cette affaire pour moi maintenant? J'ai failli éclater de rire, mais je suis resté impassible, indéchiffrable. Ethan n'a pas perdu une seconde, pas de surprise, pas d'hésitation, juste un subtil soupir et un mouvement de tête parfaitement mesuré à un professionnalisme pur. Lucas, vous êtes trop tard. Puisque Benjamin ne voulait pas vendre, l'autre acheteur en a trouvé un autre, et cet investisseur vient d'accepter de payer 150 000 $ par unité. Le contrat a été signé ce matin. Lucas s'est figé. Son visage est devenu blanc, figé dans une incrédulité stupéfaite. 150 000 ? Ethan hocha la tête, sans drame, sans embellissement, juste le ton ferme qui fait que tout semble gravé dans la pierre. Il fit glisser un dossier sur le bureau vers Lucas. Voilà, supposons que vous souhaitiez confirmer. J'ai signé le contrat et j'en ai été témoin plus tôt dans la journée. Lucas se jeta sur les papiers comme un homme qui cherche une bouée de sauvetage. Ses yeux se sont précipités sur les chiffres, les signatures, les tampons officiels, les détails de la transaction, tout était aligné. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout était fabriqué, une maquette entièrement mise en scène par Ethan pour ce moment précis. Il n'y avait pas d'acheteur, pas de contrat, pas d'accord, seulement la cupidité et l'illusion d'une occasion manquée. Lucas leva à nouveau les yeux, ses yeux brillants de cette même étincelle fébrile, comme un papillon de nuit apercevant une flamme plus brillante, et il sourit. Si quelqu'un était prêt à payer 150 000 $, je devrais peut-être attendre encore plus. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une gorgée de mon café, les yeux rivés sur lui. Le coin de ma bouche s'est relevé, à peine, car je savais exactement ce qui se passait. Il était sur le point de mettre un prix sur quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il venait d'investir dans un rêve, et maintenant il s'apprêtait à vendre un fantasme. Ethan et moi étions assis dans un bar haut de gamme du centre-ville de San José ce soir-là. La pièce était silencieuse, baignée d'une lumière ambrée chaleureuse, mais mon esprit résonnait encore des images de l'après-midi. J'ai doucement fait tournoyer mon verre de whisky, laissant le glaçon rond teinter doucement contre le bord une bande-son pour la fin, ma fin. J'ai levé mon verre et j'ai regardé Ethan. Santé à une exécution parfaite. Ethan a ri, levant son verre pour rejoindre le mien. Impeccable. Vous venez de récupérer chaque dollar qu'ils vous ont jamais soutiré, et aucune trace n'a été laissée. Il n'y a pas de lien juridique, juste une brillance propre et froide. J'ai pris une lente gorgée, mes yeux se dirigeant vers les toits de la ville au loin, les mêmes toits sous lesquels j'avais autrefois imaginé construire une vie, une famille future. Mais maintenant, j'ai compris. Certains liens ne sont pas destinés à être construits, ils sont destinés à être défaits. Honnêtement,
ai-je dit, ma voix calme, délibérée, même 150 000 $ était une bonne affaire. Mais au moins maintenant, ils savent ce que ça fait d'être dévorés par leur cupidité. Ethan sourit et leva son verre. Alors, voici à vous, pour avoir enfin coupé les sangsues. J'ai bu le reste de mon whisky et j'ai posé le verre. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti sans poids, comme si je venais de me libérer d'un fardeau que personne d'autre ne pouvait voir, mais qui s'était enroulé autour de mon cou pendant plus de 10 ans. Après cette nuit-là, j'ai cessé d'envoyer de l'argent, aucun avertissement, aucune explication, juste le silence. Lorsque l'oncle Mike a appelé, sa voix portant le moindre tremblement d'inquiétude, j'ai répondu avec un détachement calme, comme si nous discutions d'un retard logistique au travail. J'ai été un peu serré financièrement. Je ne pourrais probablement plus aider. Je pouvais l'entendre, la panique s'insinuant dans sa voix, cette confusion silencieuse de quelqu'un qui réalise soudainement que la ressource qu'il exploitait depuis des années s'est tarie. Je m'en fichais. James, comme prévu, a commencé à envoyer des textos d'abord passivement agressifs, puis carrément amers, me disant que j'avais changé, que je n'étais plus le frère bienveillant qu'il connaissait. Les messages sont devenus plus longs et plus pointus, pleins de culpabilité et de venin masqué sous le déguisement de la déception. Je les ai survolés, sans jamais répondre. Et Lucas ? Parti, disparu complètement, pas d'appel, pas de texto. Mais je savais exactement où il était, se noyant dans des dettes qu'il comprenait à peine, étouffant sous les taux d'intérêt qu'il ne pouvait pas négocier, s'accrochant à un investissement qu'il ne savait pas comment gérer parce que, pour la première fois de sa vie, il n'avait plus personne pour le sauver. Et ça, c'était le dernier paiement que je n'avais jamais demandé, mais il était toujours mérité. 3 mois plus tard, en fin d'après-midi, je venais de sortir d'une réunion avec un partenaire lorsque mon téléphone s'est illuminé à un message de Lucas. « Benjamin, j'ai besoin de te voir. C'est urgent. » J'ai regardé le message. Je savais déjà de quoi il s'agissait, mais quand même, j'ai répondu, calme, détaché. Ce soir, 20h, chez moi. 20h. La sonnette a sonné. J'ai ouvert, et ils étaient là, toute la famille de l'oncle Mike. Lucas avait l'air épuisé, son visage était creux, ses yeux ternes. Cette confiance suffisante qu'il portait autrefois comme une armure avait disparu. L'oncle Mike avait l'air plus âgé, des rides creusées profondément dans son visage, du genre que seule l'inquiétude pouvait graver. James a essayé d'arborer un sourire poli, mais ses yeux l'ont trahi et dispersé, nerveux, se détournant des miens. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, ma voix plate. Que se passe-t-il ? Lucas a pris une profonde inspiration, comme s'il avalait le reste de sa fierté. Cela faisait plus mal que n'importe quelle dette. Peux-tu racheter les 2 créneaux d'investissement pour moi ? J'ai fait une pause, puis j'ai laissé échapper un court rire sec du genre que l'on fait quand on a entendu la même mauvaise histoire pour la 10e fois. Ça fait 3 mois. Personne n'a essayé de les acheter, n'est-ce pas ? Lucas n'a rien dit. Il s'est juste serré les mâchoires. L'oncle Mike s'est avancé, sa voix douce, trop douce. Ben, la famille a des difficultés. Tu ne peux pas aider ton cousin une fois de plus ? J'ai regardé autour de moi, tous debout là comme des mendiants devant la personne même qu'ils avaient autrefois saignée à sec. J'ai secoué la tête, souri. Tu me prends pour un idiot ? Oui, j'ai de l'argent, mais je ne le distribue pas aux gens qui ont disparu quand j'avais le plus besoin d'eux. James a cligné des yeux, sa voix à peine tenue. Ben, moi et Lucas, on t'a toujours considéré comme de la famille. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas bronché. J'ai plongé ma main dans ma poche, sorti mon téléphone et ouvert un dossier intitulé Reçu. J'ai tapé sur la première image, les tenues et le groupe de discussion, le fond Benjamin, et les messages, Benjamin vient d'envoyer l'argent. Ce gamin est un distributeur automatique ambulant. Il pense que nous avons besoin de lui, mais nous avons juste besoin de l'argent. Continuez à presser avant qu'il ne se trouve une femme et ne ferme le coffre-fort. Ce n'est qu'un orphelin, sans son père, il ne serait rien. J'ai tenu l'écran juste devant eux, froid comme l'acier. La pièce est devenue silencieuse. L'oncle Mike est devenu pâle, ses lèvres tremblaient. Les yeux de James se sont élargis comme s'il avait vu un fantôme. Lucas, il respirait fort maintenant, les poings serrés, mais toujours silencieux. J'ai regardé chacun d'eux un par un, laissé le silence brûler, puis j'ai verrouillé l'écran, remis le téléphone dans ma poche. Maintenant, dites-moi, ma voix était basse, égale. Je me suis penché légèrement.
Pensez-vous toujours que je suis de la famille? Au moment où Lucas a vu la preuve irréfutable, son visage a rougi, les veines de sa tempe gonflant. Puis, soudainement, il a explosé. Tu m'as piégé, espèce de salaud. L'oncle Mike a sursauté instinctivement, tendant la main pour attraper Lucas, essayant de le calmer, mais il était trop tard. Lucas a pointé un doigt tremblant droit sur moi, ses yeux flamboyants de rage et d'humiliation. Tu m'as trompé. Tu m'as attiré dans cet investissement. C'était un jeu déloyal. Je vais te poursuivre, tu m'entends? Je n'ai pas bronché, toujours assis, les bras croisés sur la table. J'ai offert un sourire mince et fatigué. Ma voix était calme, trop calme, et d'une certaine manière, cela n'a fait qu'alourdir l'air de la pièce. Oh, allez-vous me poursuivre? Avez-vous des preuves de cette soi-disant mise en scène? Lucas a hésité, la couleur a disparu de son visage, puis est revenue en trombe. Il respirait vite, désespéré de trouver des mots qui ne viendraient pas. Je me suis penché légèrement, ma voix basse et aiguë comme un marteau frappant du bois. Lucas, c'est toi qui m'as appelé. Tu as demandé à acheter les créneaux d'investissement. Tu as convenu de 75 000 $ par unité. Tu as signé les contrats, payé intégralement, fait authentifier chaque étape légalement selon les règles. Personne ne t'a forcé la main. Je me suis levé, j'ai fait un pas de plus, mon regard l'a transpercé. Tu as contracté des prêts à taux d'intérêt élevés, tu as signé les documents, et maintenant tu veux me blâmer? La seule chose que je t'ai prise, c'est 150 000 $, le montant exact que j'ai dépensé pour soutenir toute ta famille pendant plus de 10 ans à un prix encore bien trop bas pour cette fin. Lucas est resté figé, la bouche ouverte, rien n'est sorti. James est resté silencieux, les yeux rivés sur le sol, son téléphone mou dans sa main. Il n'a même pas levé les yeux, n'a pas osé. L'oncle Mike, la voix tremblante, m'a regardé avec des yeux suppliants. Alors, fils, nous sommes toujours de la famille, n'est-ce pas? Ne laissons pas les choses aller si loin. J'ai ri doucement, mais glacialement. Famille, je l'ai répété, comme si le mot lui-même avait un goût pourri sur ma langue. Quand ai-je vraiment été de la famille pour vous? Personne n'a répondu. Lucas a soudainement sifflé à nouveau, sa voix rauque, désespérée. Je vais te poursuivre. Je le jure. J'ai haussé les épaules de manière décontractée, comme s'il venait de me dire la météo. Puis, lentement, délibérément, j'ai sorti mon téléphone juste devant eux sans hâte. J'ai commencé à composer. Oh, alors vous feriez mieux de quitter ma maison maintenant avant que la police n'arrive. Je n'ai pas le temps de recevoir des idiots qui ne savent pas comment jouer au jeu. J'ai appuyé sur appeler. Le répartiteur a répondu, et ma voix est restée stable, comme d'habitude. Oui, je voudrais signaler un groupe d'individus qui commettent une intrusion sur ma propriété. Ils n'étaient pas invités. Les yeux de Lucas se sont tournés vers l'oncle Mike et James. Il a lâché prise, il a craqué, il a repoussé la chaise et s'est précipité vers la porte, les entraînant derrière lui. Aucun d'eux n'a regardé en arrière. Je suis resté là, regardant la porte claquer, pas de cris, pas de supplications, juste le silence. Je me suis retourné, je suis allé au chariot à boisson et je me suis versé un verre de whisky, puis je me suis dirigé vers la fenêtre. De là, je les ai regardés disparaître dans la rue sombre, les épaules affaissées, 3 ombres se fondant dans la nuit. J'ai pris une gorgée, puis j'ai souri. Et comme ça, ai-je chuchoté, le jeu est terminé. Cela fait 5 mois que la famille de l'oncle Mike a fait irruption dans ma maison ce soir-là, bouillonnant de rage. Lucas ne m'a jamais poursuivi, il le savait mieux. Il savait que s'il portait cela devant les tribunaux, je le broyerais avec des contrats hermétiques, des traces écrites propres et des conversations enregistrées. Et surtout, il ne pouvait pas risquer que le groupe de discussion voie jamais le jour. J'ai entendu dire que l'oncle Mike avait dû vendre sa maison. Ils ont déménagé dans une maison plus petite, en banlieue plus simple, plus calme. Plus de fêtes le week-end, plus de nouveaux téléphones chaque année, plus de vacances voyantes pour les likes sur les réseaux sociaux, et bien sûr, plus de distributeurs automatiques ambulants. Maintenant, ils doivent gagner leur vie, travailler, établir un budget, payer leurs factures, faire face aux conséquences de leurs propres choix. Et moi? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais parfois, les soirs tranquilles, assis seul dans mon appartement, je me demande encore, étais-je trop dur? Aurais-je dû leur pardonner? Puis je me souviens de tout l'argent que j'ai envoyé, croyant faire partie d'une famille, de la façon dont ils m'appelaient, l'orphelin,
complotant comment me drainer comme si c'était juste une autre stratégie commerciale, les messages froids dans ce chat secret, il n'a personne. Que va-t-il faire d'autre avec son argent? Continuez à presser. Et surtout, je me souviens de l'enfant que j'étais, l'orphelin qui pensait que s'il donnait assez, il l'aimerait en retour. Mais je me suis trompé. Alors je vous demande, qui a franchi la ligne? Et à travers mon histoire, je veux vous demander, si vous étiez moi, qu'auriez-vous fait? Vous en iriez-vous en silence, les laissant vivre dans le confort de votre générosité, ou leur donneriez-vous une leçon, reprendriez-vous ce qu'ils ne méritaient jamais? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'histoire suivante. Merci de regarder. À bientôt dans la vidéo suivante.